Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, qu'est-ce qu'une glacière? C'est un endroit qui conserve de la glace, en principe, en permanence. En fait, c'est une cavité, un trou, un gouffre, si vous voulez, dans lequel de l'air froid de l'hiver s'accumule. Vous savez que l'air froid est dense. Donc cet air froid, une fois qu'il est à l'intérieur de cette cavité, il reste. Difficile de le déloger. Il est difficilement réchauffé de l'extérieur parce que vous avez souvent, comme j'ai dessiné ici, une couronne arborée. Donc vous le verrez dans les diapos, c'est un moyen de conserver en somme cet air froid. Maintenant, lorsqu'il neige, la neige va s'accumuler dans ce trou. Elle va se transformer, exactement la même transformation, bon, on dit la même métamorphose si on peut dire, que la neige qui devient glace. Donc neige d'abord, des étoiles, ensuite le névé, les cristaux se brisent, ça devient beaucoup plus dense. C'est le genre de neige qui reste en été, longtemps après la disparition de la couche de neige annuelle. Et finalement, une transformation en glace. Vous allez me dire qu'avec le temps, cette glacière va prendre de l'embonpoint, finir par déborder. Rassurez-vous, j'ai fait 2-3 pointillés bleus au fond du gouffre. Donc ça veut dire que la chaleur géothermique, libérée par la terre, par les roches, va peu à peu faire fondre cette glace au fond. Donc il y a un équilibre qui se maintient entre ce qui tombe chaque hiver et ce qui fond au fond. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle une glacière dynamique, c'est simplement un piège à air froid qui accumule la neige. Par opposition, vous avez ici une glacière stratodynamique. Vous remarquez que sa configuration est plutôt horizontale. J'ai peut-être été un peu trop négatif ici. Il devrait être un petit peu descendant, comme ce que vous avez vu tout à l'heure et que vous reverrez tout à l'heure. Donc, la galerie est quand même un petit peu descendante. Mais, le point important, c'est que la neige n'y pénètre pas. Donc, la glace est tout autre. Et la glace provient simplement, et on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu dans le récit, des fissures mettant en communication le haut de la crête, c'est Grisville dans le cas présent, Autorne, et puis la cavité. Donc, en hiver, évidemment, il n'y a pratiquement pas d'infiltration, mais donc la glace, vous n'avez pas d'infiltration au plafond. Voilà. Par contre, au printemps, la neige commence à fondre, l'eau se met en mouvement dans les fissures, mais elle arrive dans une atmosphère très froide, puisque, comme je l'ai déjà dit une fois, l'air froid de l'hiver a pu pénétrer dans cette cavité horizontale, dans cette grotte, dans ce cas-là, il faut dire. Et en général, il est retenu par un petit seuil. J'ai dessiné un petit seuil vers l'entrée. Donc ça empêche cet air froid, ça l'empêche de ressortir. Et puis alors évidemment, au point bas de cette grotte, l'eau tombant dans comme on l'a vu dans le texte tout à l'heure, l'eau tombant dans une atmosphère très froide va congeler. Je parle aussi d'évaporation, ça je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il s'évapore, il n'y a pas d'eau qui tombe là. Donc il faut vraiment qu'il y ait de l'eau qui tombe dans une eau froide, et à ce moment-là, on a congélation. Donc voilà les deux sortes de glacières qu'on a. Évidemment, d'abord pour vous montrer que c'est relativement fréquent, vous avez une carte du bassin lémanique qui vous montre où se trouvent des glacières. Alors je ne sais pas si au fond vous arrivez à voir, c'est peut-être un peu trop petit. Mais vous remarquez une chose, il y a des étoiles qui sont blanches. Ça, c'est des glacières du premier type, dynamique, donc le puits à neige. Deuxième, c'est les étoiles qui sont bleues, c'est les atodynamiques, c'est la deuxième catégorie, donc les cavernes horizontales. Mais dans la nature, c'est assez peu fréquent d'avoir ou tout blanc ou tout noir. Donc, on a des glacières intermédiaires. C'est la troisième étoile qui est moitié blanc, moitié bleu. Alors vous avez quelques-unes sur ce diapo. Dans le Jura, vous avez toute une série. Vous voyez que vous en avez soit statique, soit
statodynamique, et également en France voisine, dans le massif des Bornes, les Aravis également. Donc, il y en a un certain nombre de ces glacières. Pas toujours à haute altitude. Il y en a, vous allez voir, quelques-unes sont à 1500 mètres, 1400 mètres, 1300 mètres d'altitude. Il y en a même plus basses. Mais actuellement, elles souffrent. Regardons quelques exemples. Là, vous avez la glacière de Boucheron, parce qu'elle est orientée vers l'Occident. Donc, dans le Jura vaudois, vous voyez ici, sur la gauche, il y a une échelle qui permet de descendre au fond de cette glacière. C'est vraiment un puits. Et au fond, vous distinguez de la neige. Bon, elle est en partie recouverte par des feuilles, par des bris de roches, etc. Mais enfin, tout au fond, vous avez de la neige. Et quand vous descendez là au fond, au fur et à mesure de descendre, vous sentez la température diminuer. Et au fond, vous arrivez à des températures qui sont aux environs du 0 degré. Donc voilà une glacière typique, dynamique. Ici, on se trouve en Haute-Savoie, pas très loin, au-dessus de Sixte, vallée des Giffres. Vous avez ici la paroi des Fises, qui limite à l'est le désert platé. Premier plan, les chalets d'Anterne, qui se trouvent ici on est à peu près à 1800 mètres. Vous avez une flèche rouge, j'espère que vous la percevez, là, ici. Donc vous voyez au tiers inférieur de la paroi, je vous signale que là haut, on est à peu près à 2400, 1800. Donc vous voyez, la hauteur de la paroi, on est aux 600 à 700 mètres là. Donc à 200 mètres à peu près du bas de la paroi, vous remarquez à l'interface en deux types de rochers très différents. Très différents. Ici des calcaires argileux, ici des très très bons calcaires. À l'interface là, vous avez la glacière qui s'ouvre. Vous comprenez bien qu'avec cette situation-là, il y a peu de chance pour la neige d'y rester. Ils sont vraiment dans la paroi. Voilà comment ça se présente dans la glacière. Vous voyez tout de suite que vous avez de la glace, comme on pourrait voir sur le goulot d'une fontaine. Donc c'est une glace très translucide, de très bonne qualité, totalement différente de la glace d'un glacier. La glace du glacier, c'est la transformation, je l'ai dit tout à l'heure, neige, névé, glace. C'est une glace granuleuse. On ne va pas à travers. Tandis que quand vous avez une flaque d'eau, par exemple, qui prend en hiver, on voit à travers, on voit le fond. C'est le même type de glace. Vous voyez, les petites stalagmites de glace montrent que ça a goûté depuis le plafond. Donc, ça vous montre que c'est vraiment de la congélation de l'eau, d'infiltration. Infiltrations qui sont assez profondes, puisque le plateau au-dessus est à peu près à 400 mètres. Donc 400 mètres de descente dans les roches. Il y a des coulées de glace dans cette glacière. Entre parenthèses, entre l'entrée et l'entrée, bon, il faut d'abord monter et ensuite on descend. Il y a une descente à l'échelle. Donc vraiment, la suite, si on peut dire, de la glacière, c'est vraiment en descendant. Donc, l'air froid de l'hiver s'accumule là et il est content. On se rapproche de chez nous. Genolière, c'est l'école de la Givrine. J'ai préféré vous montrer des endroits relativement proches de chez nous. C'est une glacière qui maintenant... là, vous voyez un des accès. Entre les sapins, en haut, vous avez une ouverture, donc un gouffre, qui communique avec celle-ci. Donc en hiver, vous avez de la neige qui tombe par le gouffre au-dessus, et également en bas de cette pente que vous voyez. Donc, si vous allez là lui rendre visite, surtout pas maintenant, ce sera en printemps. Au mois de mai, vous avez des conditions comme ceci. Donc, vous avez au fond, à la lumière du jour, la neige de l'hiver précédent qui est en train de descendre et de se transformer gentiment. Mais, vous voyez la deuxième alimentation, c'est celle qui est sur la gauche. C'est des stalactites de glace qui proviennent des fissures. C'est au-dessus. Donc vous voyez, ça c'est une alimentation des deux types. Donc ce serait une glacière, en somme,
entre les deux types que j'ai décrits tout à l'heure. Entre parenthèses, cette glacière maintenant, comme je l'ai dit, est moribonde. Elle était autrefois très prisée par la fruitière de Nyon, qui n'est pas très loin, qui est à quelques centaines de mètres à l'est. Forcément pour entreposer la crème, le beurre, le lait, etc., etc. Et puis elle a été, oui, c'est un frigo naturel. Et c'était aussi exploité, donc peut-être ça a mené à un déséquilibre. Si on prélève de la glace, trop de glace, ça a plus le temps de se remplacer. Maintenant, il faut se dire aussi une chose, il y a une évolution du climat. Donc, dans les années, à la fin du 19e, on était à la fin du petit âge glaciaire. Donc, depuis ce moment-là, les températures ont augmenté par une influence anthropique, forcément, l'industrialisation, et par une influence aussi naturelle. Pas très loin, à l'est du col du Marcheru, glacière de Pré-Saint-Livre. Vous voyez, il est au milieu d'un pâturage entouré de sapins. Il y a une couronne de sapins qui empêche justement le rayon direct de venir trop la perturber. On est dedans. Pour vous donner l'échelle, entre les deux flèches, j'espère que vous les voyez cette fois. Vous avez quelqu'un. Ah oui, c'est grand. Ça vous donne l'échelle, donc c'est pas énorme. Tout au fond, vous voyez la couronne d'arbres, que j'ai vu tout à l'heure. Donc la neige tombe là, en hiver. Elle s'accumule vers la personne qui chemente les deux flèches, elle se transforme peu à peu en glace. Mais, tout à fait en bas de la photo, vous voyez une grosse stalagmite de glace. Dans les années, à la fin du XXe siècle, cette stalagmite, disons 1980, 1970, cette stalagmite était très importante, très imposante. Et maintenant, il ne reste presque plus rien. Preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais enfin, ça vous montre en tout cas que s'il y a une stalagmite comme ceci, c'est qu'il y a des infiltrations de la voûte qui congèlent aussi. Donc de nouveau, piège à air froid. Glacière de Saint-Georges, juste un peu en dessous, un peu plus bas. Au-dessus du village de Saint-Georges. On rencontre quand on monte au marché. Ça, c'est une carte postale. Bon, je vous ai marqué carte postale de son état avant 1939. Parce qu'il y a un timbre sur la carte postale, estampillé 1939. Donc, il a bien fallu un certain temps pour faire la carte postale, avant de la mettre en vente. Donc, c'est avant 1939. Alors, vous voyez qu'il y a une ouverture en haut. On y accède par une petite échelle. Ensuite, il y a une deuxième échelle. Et tout en bas, une troisième échelle. Quelque chose d'intéressant, c'est que ces échelles sont en principe encore présentes, mais vous remarquez que la deuxième et la troisième sont à peu près de même longueur. Je passe à autre chose, je vais y revenir. Sur la gauche, vous avez la neige, parce que vous avez une autre ouverture qui se trouve à gauche, vous ne pouvez pas voir sur la photo, et par l'ouverture au fond, il y a les échelles, il y a peu de neige qui rentre. Mais sur la gauche, vous avez vraiment un puits, et reçoit la neige, et vous la voyez ici. Mais, vous voyez ici que sur la droite, en bas, vous avez une paroi de rocher, et vous avez une colonne de glace sur la paroi de rocher. Donc, de nouveau, deux types d'alimentation. Congélation des infiltrations, et la neige à l'extérieur. Alors maintenant, regardons, 50 ans plus tard, à peu près, comment est-ce qu'elle se présente. Alors, vous voyez la première échelle ici. Non, il y a une toute petite échelle, je n'en parle même pas là. Ici une, et regardez celle-là. Elle est maintenant 2 fois plus longue que celle qu'on a vue tout à l'heure. Bon, je vais vous en arrière. Regardez comme elles sont évidentes, pas la même longueur. Et maintenant, regardez la différence. Donc ça signifie une chose, ça signifie que le plancher des glaces sur la carte postale était à peu près à cette hauteur-là. Donc ça, c'est ce qui a disparu en 50 ans. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une influence anthropique avec un réchauffement du climat, c'est sûr.
Je pense que c'est la raison principale. Il y a peut-être aussi une diminution des précipitations, enfin bon. Donc voilà aussi une glacière. Actuellement, oui, il faut que je mentionne une dernière chose. La toute grande échelle que vous avez en bas a été retirée par la commune. Parce qu'ils ont... Donc si vous y allez, on s'arrête sur cette plateforme-là. Et derrière qui permet de regarder la salle en bas, et la classe. Vous la verrez difficilement parce qu'elle est recouverte de cailloux. Maintenant, en novembre, en octobre, j'ai encore passé là-bas, il y avait la rubalise, vous savez, ces rubans rouges en cas d'accident, etc., qui ont fermé l'entrée. Okay. Parce que, moi je suis allé voir pourquoi. Donc c'est parce qu'une des échelles, la deuxième, donc pas la grande, hein, celle qu'elle il lui manque des échelons, 2 échelons, qui ont été cassés. Donc ils ne veulent pas avoir de problème, la commune, donc ils ont barré l'accès. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça au mieux, etc. Mais enfin bon, j'espère qu'ils vont se presser parce qu'il y a quand même une attraction pour la commune, une attraction touristique pour la commune. C'est dommage qu'ils laissent pourrir la situation. Alors, est-ce que depuis, est-ce que maintenant, durant ce printemps et cet été, ils ont fait quelque chose? Je ne sais pas. On arrive au bout de ces, je ne vais pas vous assommer de ces exemples de glacières. Enfin voilà, la glacière de Montlhéry, Jean de Châtelois, dans le Val de Travers. Alors vous voyez ici une succession de couches de glace qui représentent les couches annuelles de neige transformées en glace. Donc certaines années plus de neige, donc plus de glace, et d'autres années beaucoup moins. Donc là, vous êtes dans la glacière alimentée essentiellement par la neige. En parenthèse, vous voyez qu'il y a un espace entre le rocher et la glace. C'est de nouveau dû à la géothermie. C'est la chaleur résiduelle du rocher qui fait fondre la glace à son contact. Mais, dans la même glacière, regardez ce que vous avez. Vous voyez, c'est de l'infiltration, de grosse infiltration qui provient de la route et qui donc vous donne une glace transparente et qui est simplement due à la congélation de l'eau. Je crois que c'est le dernier exemple que j'ai avec celle-ci. Grande glacière dans le Parmelan, en Haute-Savoie. C'est une très belle et très grande glacière. Alors là, vous voyez la végétation en haut, avec l'alimentation en neige qui est très conséquente. L'altitude, c'est à peu près 1700 mètres. Et alors, si je me retourne de 180 degrés, regardez, ça change du tout au tout. Ça, c'est l'eau d'infiltration qui s'accumule et qui a congelé. Et vous remarquez que c'est une énorme colonne de glace que vous avez là. Et par terre, c'est totalement transparent. Pas de 3 cailloux qui sont tombés de la route. Donc, de nouveau, 2 modes d'alimentation. On revient finalement au Châtelois. Vous avez cette fameuse, là je vais retourner, cette fameuse crête dont on a parlé ici, à peu près perpendiculaire au lac de Thun. Voyez, le sommet, Sigrisviller-Rothorn, 2051 mètres, et là j'ai mis le point rouge, c'est l'entrée de la glacière. Donc là vous avez le Justital, qui est ici, et on peut monter, je vous l'ai dit, en véhicule jusqu'à peu près ici, et après c'est à pied, pour 350 mètres à peu près. Mais on peut aussi, comme je vous l'ai dit, partir de Schwanden ici, prendre cette route-là et arriver à ce chalet ici. C'est une route asphaltée, en principe, pas tout, mais presque. Et là, vous prenez le sentier et là vous montez directement de ce côté ici. Donc accès par l'ouest ou par l'est. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, si on accède par ici, on doit traverser le tunnel artificiel avant d'arriver de l'autre côté, au Châtelois. Alors vous allez vous demander pourquoi cette cavité à cet endroit-là. Je vais y venir. Vous avez vu ça tout à l'heure, donc j'ai mis des couleurs. Il y a entre l'entrée, voilà, vous avez la coupe et le plan de la grotte. Sur la coupe en haut, entre l'entrée et l'extrémité, entre l'entrée ici et l'extrémité, vous avez à peu près 35 mètres de dénivellation. Donc c'est bien un piège à air froid. L'air froid qui est là-bas dedans, prisonnier, il reste. Et puis ça c'est le plan en bas, et vous voyez que la glace se trouve dans cette partie-là et pas tout à fait à l'extérieur.
Ici, un petit mur à l'entrée pour empêcher les moutons d'aller trop loin. Ne pas les perdre. Alors qu'ils viennent se rafraîchir un peu, d'accord, mais pas trop. Vous avez tout en haut, ici, la coupe. Donc, vous voyez, est assez monumentale. Ici à l'entrée, ici, et ensuite ça diminue, ça diminue, ça diminue. Je voulais simplement vous montrer, regardez la configuration horizontale et la configuration presque horizontale du Scharfloch. Donc ça signifie que le Scharfloch est un exemple typique d'une glacière statodynamique. Donc le deuxième cas, pas de neige qui rentre dedans. Ce qui est plus difficile à expliquer, c'est pourquoi il est là-haut. Il est perché en haut de cette crête. Alors là, c'est ça qui est un peu difficile. Je vais essayer de vous expliquer. Attention, il y a 4 dessins. 1, 2, 3 et 4. 150 millions d'années. La région du plateau suisse, de la Suisse, est recouverte par un océan. Au fond, j'ai mis différentes couleurs. Oh, excusez-moi d'abord pour le dessin, la qualité du dessin. Dessiner à l'ordinateur, c'est diabolique. C'est très délicat. Alors, bon, c'est pas bien. Enfin, pardonnez-moi. Alors, vous avez en différentes couleurs, au fond de la mer, pour différentes couches qui se sont déposées dans différentes conditions climatiques. Ça peut être des calcaires, ça peut être des argiles, ça peut être des calcaires argileux, etc. Descends en dessous, la formation des Alpes. 40 millions d'années, vous voyez, 150-40 millions d'années. Donc pendant longtemps, on a eu une sédimentation au fond de l'océan, dans le premier dessin. Deuxième, la formation des Alpes. Des plissements qui se créent. Vous avez les bosses anticlinaux, le A, et les creux des synclinaux. Vous pouvez imaginer qu'en haut des anticlinaux, ce que j'ai fait en rouge, c'est des fissures qui apparaissent ici. Imaginez que vous avez du sable très humide que vous mettez sur une feuille de papier ou de plastique, plastique. Puis vous tirez cette feuille de plastique, sable très humide, collant, comme pour faire les pâtés. Vous tirez cette feuille de plastique sur un obstacle, une règle par exemple. Eh bien, où vous avez les bosses qui se créent, vous pouvez très bien imaginer, j'espère, il y aura des tas de fissures qui vont apparaître. Le sable est en extension. Alors évidemment, qui dit fissure, dit exploitation par l'eau. J'ai fait, ah mais là, moi-même j'ai de la peine à voir ça. Ici, j'ai fait un peu de pluie. Là et là. Donc, la pluie va ruisseler et va agrandir ces fissures. Donc, les anticlinaux vont peu à peu être démolis par l'érosion. Regardez le troisième dessin. À la place des anticlinaux, il commence à y avoir des vallées qui se créent. Et alors, vous remarquez ici, il n'y a pas d'eau qui coule. Et là, il y a beaucoup d'eau qui ruisselle à droite et à gauche. Ici, les anticlinaux, il va commencer à y avoir des rivières au fond. Ces rivières qui vont encore creuser de plus en plus. Alors que dans les synclinaux ici, l'eau commence à diminuer et à manquer. Et alors, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Regarde, 40 millions ici, ça c'est 20 millions d'années, 5 millions d'années. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les anticlinaux se sont tellement approfondis que les synclinaux, vous voyez, ça devient toujours plus profond ici, toujours plus large ici, ça c'est toujours plus étroit, et les synclinaux maintenant sont perchés. Donc on a une inversion du relief. Ce qui était en haut, ici, c'est les fonds de vallée, et ça qui était les fonds de vallée, c'est perché en altitude. Donc maintenant, si vous transposez, je vais vous le montrer dans le dernier diapo, transposez cette situation-là au Sigris-Wielerhorn, j'ai dessiné ici la glacière. Ça, c'est Juslital, ça c'est Schwanden, la glacière ici. Elle a l'interface entre ces deux couches, ce qui est la réalité. Vous avez peut-être vu sur les photos, on voyait des pentes herbeuses raides, 30-35 degrés, puis ensuite une paroi de rocher haut. Donc c'est l'interface entre deux types de roches. Et alors, pourquoi une glacière à cet endroit-là? C'est bizarre, parce que qui c'est qui va creuser la glacière? C'est l'eau. Donc, elle vient d'où cette eau? La réponse, elle a son dessin. Lorsque la montagne ici existait encore, les eaux s'infiltraient là-dedans,
et descendaient jusqu'à une couche imperméable, qui est peut-être la couche brune, et elles se rassemblaient et creusaient une galerie. C'est la grotte. Et en fait, la grotte actuelle, c'est un reste d'un réseau qui était beaucoup plus grand. En fait, on peut dire, et ça s'utilise le terme, la grotte ici a été décapitée. Toute la partie, j'aurais pu faire un trétillé rouge ici, qui se prolongeait en l'air, c'est ce qui a alimenté autrefois cette grotte. Et maintenant, comme ça a disparu, elle n'est plus alimentée, elle est morte. Alors vous pourriez m'opposer un argument, ça, dire, mais alors attendez, comment ça se fait qu'elle se termine? Regardez combien de millions d'années sont en jeu ici. Depuis le temps qu'elle est inactive, il y a eu des éboulements à l'intérieur. Ça a été colmaté par des matériaux beaucoup plus fins, etc. etc. Peut-être que les eaux allaient plus loin. Alors, on peut en donner une dernière conclusion. Pourquoi est-ce que cette glacière a disparu? Bien, il semblerait, on peut invoquer deux choses. D'une part, le changement climatique, je vous l'ai dit. Fin du petit âge glaciaire, donc on a un réchauffement général. Et dans toutes les glacières, on voit la glace qui diminue beaucoup. Donc ça a pu faire disparaître la glace. Mais il y a une autre chose. Une fois de plus, je crois que c'est nous qui sommes responsables. Parce que le percement de la galerie artificielle, on n'a pas pu savoir exactement quand c'était le percement de cette glacière. Est-ce que c'était juste avant la Première Guerre mondiale ou entre les deux guerres? On n'a pas pu savoir. Quoi qu'il en soit, lorsque vous percez les galeries que vous avez vues dans le film, c'est des jolies galeries. À certains moments, on juste été bétonné parce que le rocher était moins bon, il y avait trop de fissures. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on perce des galeries pareilles, bien, on utilise des explosifs. Et les explosifs vont affaiblir la roche. Or, la galerie, le tunnel artificiel est presque est-ouest. Mais, comme on l'a dit, comme on l'a lu tout à l'heure, le Chaflor, lui, tourne vers le sud-ouest. Donc ça signifie qu'il passe sous, parce que lui descend à 35 mètres, je vous ai dit. Donc il passe sous le tunnel artificiel. Donc il y a de fortes chances que la roche ait été fissurée lors du percement de la galerie artificielle, d'où des échanges d'air, d'où la mort de la glacière. Parce qu'une glacière comme ça est stable tant que l'air ne peut pas circuler dedans. Mais dès qu'il y a des galeries, dès qu'il y a des fissures, il y a des échanges. Je crois que je suis au bout. Presque. Voilà pour la réalité. Donc on est ici à Spies, au bord du lac de Thun, et on regarde en face cette crête. Quand j'ai passé au mois de juin, malheureusement, je n'ai pas pris de photo. Je me suis dit que j'allais retourner. Donc j'aurais pu être de côté, et vous auriez vu la longue paroi avec l'ouverture tout en haut. Enfin bon, là j'ai pris un dia qui était sur Internet. Alors vous voyez ici l'extrémité de cette crête. Donc vous imaginez, elle continue derrière. Et la flèche rouge, cette fois qui est assez grande, vous la voyez, elle a l'interface entre ces parois et puis les pentes un peu plus douces. Donc changement des roches. Et alors en trétillé, j'ai mis ce qui avait disparu, l'anticlinal qui était ici, qui est remplacé maintenant par Justital, et l'autre anticlinal avec Schwanden qui est juste là-bas à côté. Et cette fois, je suis au bout. Alors, merci à Jean Céziano qui est, vous savez presque tous, est spécialiste des sciences de la Terre à l'Université de Genève. Peut-être c'est pas tout juste ce que j'ai dit. Oh, je crois pas. Pardon. Imparfait. Et donc c'est intéressant de partir d'une histoire et d'en avoir après toutes les descriptions, en sachant que c'était déjà bien décrit avant son passage, puis de comprendre comment c'est arrivé. Je trouve que c'est assez fascinant. Donc merci beaucoup Jean. Et puisque tu es là dans la maison du général Dufour, eh bien, je me permets de te remettre un petit exemplaire de sa vie et de son œuvre. Merci. Et puis je tenais à vous dire que Jean n'est pas venu les mains vides, puisque pour ceux qui le désirent, il peut vous dédicacer son livre Curiosité géologique autour du Léman. Donc n'hésitez pas, puisqu'il est là, il peut vous le dédicacer. Je dis moi ce sujet. Donc, la parution a été repoussée de 2 ans à cause du Covid. Et il est finalement sorti fin mai ou mi-mai chez Slatkin. Alors,
c'est plutôt un livre pour aller se balader. Il y a des tas de choses qu'on a écrites là-dedans. Il y a un chapitre concernant les blocs erratiques. Mais il faut faire attention parce que les blocs erratiques, il y en a beaucoup. Mais comme les pierres du temps, voilà, c'est seulement ceux qui ont un nom. Comme celui que vous connaissez bien, le nom de l'autoroute entre Coppet-Pierre et Genève. Pierre Pény. Donc, les blocs erratiques, chaque fois il y a les accès qui sont décrits, les coordonnées, tout est décrit, la nature, la roche, d'où elle vient, etc. Vous avez un autre chapitre concernant la molasse. La molasse, c'est une. Vous avez qu'à regarder la maison dans laquelle on se trouve. Ces façades sont en molasse. D'où elle vient, où est-ce qu'on l'a exploitée, particulièrement dans les carrières sous la custe, autour de la rade, que ce soit sous colonie, que ce soit au posoir, qu'on voit très bien du reste désert, et puis en d'autres endroits. Et ce qu'on trouve aussi dans la molasse. On a exploité aussi sur le coteau de Bernay, on a exploité du gypse, dont on fait le plâtre. On a aussi trouvé du bitume, donc du pétrole très visqueux. On peut voir de très bons exemples à la Roulava, ce petit affluent de la Londo. Et puis, il y a encore d'autres choses très très importantes pour nous. C'est les vallées qui ont été creusées avant la période glaciaire, mais qui ont été élargies par les glaciers. Les vallées qui ont été creusées dans la molasse et qui sont remplies de débris, de dépôts glaciaires, des moraines. Et ces moraines contiennent de l'eau. Et une partie de l'eau que nous buvons à Genève, environ 15%, ça dépend des périodes, provient de ces eaux souterraines. On appelle ça la nappe de l'arbre, etc. Bon, mais ça, c'est pas l'eau de l'arbre, bien entendu. Enfin, en partie quand même. Donc, à part ça, le reste, ça vient du Léman, bien entendu. Il y a encore un chapitre sur les grosses sorties d'eau du pied du Jura, comme la résurgence. Un très bon exemple, c'est les sources d'Almondon, par exemple. Enfin, il y en a plusieurs autres, d'Yvonne, etc. La Renoge aussi. Il ne faut pas oublier les Vaudois. Et puis, ensuite, côté français également, et deux, trois qui sont décrites, comme Aiguebelle, au pied du Petit Salève, et d'autres. Il y a un chapitre qui vous parle aussi des recherches pour le minerai de fer au Salève, qui a été exploité. On croyait, pendant longtemps, on a dit c'est les Celtes, c'est les Gaulois, les Gallo-Romains, etc. Non, des datations ont montré que c'était plutôt aux environs 800, 900, puis ensuite ça s'est calmé, puis ensuite 1200, 1300, après Jésus-Christ. Enfin, c'est quand même déjà un certain âge. Et puis, un chapitre justement sur les glaciaires. Les deux diapos que vous avez vus avec les dynamiques et statodynamiques, ils sont justement au cas. Je les ai repris de là. Et puis, quelques exemples donc de différentes glacières, formations, etc. Et puis, un dernier chapitre sur quelque chose d'assez étonnant, c'est la Bouna. C'est une très grosse sortie d'eau qui se trouve, que très très peu de gens connaissent, parce qu'il faut vraiment, pourtant c'est facilement accessible. Comme c'est au bout du canton, même presque au bout du bassin, Genevois, pratiquement à la hauteur du fort de Fort-l'Écluse. Vous avez un pont sur le Rhône, le pont Carnot. Si vous descendez le long du Rhône, il y a à pied, il y a un sentier, un très bon sentier. Vous arrivez dans une très grosse sortie d'eau qui draine toute l'extrémité, le credo du Jura. Et dans cette cavité, elle a été transformée par l'homme. Il y a eu des crues, on a accusé la rivière souterraine. En fait, c'était les ingénieurs de la SNCF qui étaient des incapables, qui avaient tracé la ligne quelques années auparavant dans des dépôts glaciaires instables. Tout ça, c'est parti quand il y a des grosses pluies. Alors, ils ont créé un tunnel artificiel pour évacuer l'eau. Ce qui a permis d'assécher la grotte naturelle. Dans cette grotte naturelle, on trouve encore des concrétions, stalagmites, stalagmites. Et alors, ce qu'il en reste, parce que les ouvriers sont joyeusement donnés sur ces concrétions pour pouvoir les vendre à l'extérieur. Et en datant par radioactivité ces concrétions, on a pu savoir, reconstituer un peu le climat qu'on avait ici à Genève durant les 130 derniers milliers d'années, 130 000 dernières années. Donc c'était la première fois que ce travail a été fait. Donc voilà les 6 chapitres qui composent ce livre.